Démission contient des scènes de violence qui pourraient offenser certains téléspectateurs. Vit au CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golfe depuis que son état de santé réclame des soins constants. Madame Beaulieu, atteinte d'Alzheimer, Parkinson, inerte, pas moyen de se mouvoir du tout, là. Elle pouvait même pas parler. Sa fille est très présente. Elle vient voir sa mère pratiquement tous les jours. Lors de ses visites, elle croise souvent la même préposée, Immacula Eugène. Leurs rapports sont minimaux et assez froids. Ça faisait plusieurs plaintes qu'elle avait. Des familles, des employés. Elle en avait, c'était effrayant. Puis on continuait à la garder pareil, jusqu'à temps que ça arrive. Est-ce qu'elle haïssait tellement son travail qu'elle s'en prenait à ses bénéficiaires? C'est possible. Vers la mi-juillet, l'état de santé de Madame Beaulieu se détériore soudainement. Sa fille passe des heures à son chevet. Le 20 juillet, elle rend son dernier souffle. Personne ne sait alors qu'on lui a fait absorber un tranquillisant, du Cerax, dissimulé dans ses aliments. Il y a eu une enquête du coroner par la suite et dans son rapport, la coroner Catherine Rudel-Tessier, vraiment, elle établit qu'on peut faire un lien entre l'administration du Cerax et le décès quelques semaines plus tard, en fait, et la dégradation de l'état de santé général de Mme Beaulieu. La probabilité que ce soit un accident de parcours, à mon avis, est très mince. Premièrement, regardez le nombre de victimes. Il y en a 6. Il nous arrive tous de faire confiance à des gens dont l'honnêteté est relative. Malheureusement, certains peuvent transformer notre vie en cauchemar et parfois même en tragédie. Le lendemain du décès de sa mère, la fille de Madame Beaulieu vient vider sa chambre et ramasser ses effets personnels. Avant de quitter, elle retire aussi la petite caméra de surveillance. À la suite de certains événements, la famille avait cru bon d'installer une caméra dans sa chambre en espérant en savoir davantage sur les traitements donnés à leur mère. Après tous ces mois de présence quotidienne, cette dernière visite au CHSLD est douloureuse. Le choix de cette résidence a été longuement réfléchi. À l'époque où la famille Beaulieu décide d'y installer leur mère, la réputation du CHSLD est très bonne. Ouvert en octobre 2010, ce centre d'hébergement et de soins de longue durée est le premier centre géré en partenariat public-privé au Québec. L'endroit compte 200 lits, mais surtout, il accueille une vingtaine de patients présentant des pertes cognitives dans une aile particulière qu'on appelle l'unité prothétique. C'est là que vit Denise Beaulieu avec d'autres pensionnaires, dont Madame Gosselin, une autre dame perturbée par la maladie. Ma mère est âgée de 85 ans et souffre d'Alzheimer, assez avancé. Elle habite au centre Saint-Lambert-sur-le-Golfe depuis 2 ans. J'avais visité tellement d'autres endroits avant où c'était juste à voir, jamais j'aurais envoyé ma mère là. Cet endroit-là m'avait plu à cause de l'atmosphère et des soins qu'il apportait aux résidents. J'ai commencé en 2010. J'ai monté le centre. Je travaillais dans le département des gens atteints d'Alzheimer, dans l'unité prothétique. J'avais une formation, une spécialité là-dedans. C'est beaucoup plus psychologique que physique à l'unité prothétique. C'est plus demandant, là. C'est pas la même ouvrage que les autres préposés sur d'autres étages. Ah, la maladie d'Alzheimer, c'est l'horreur, là. Pendant plusieurs années, ça a été l'enfer, là. Quand les gens voient que toutes les laisses, là, ils perdent leur identité, ils perdent...
On l'amène dans sa chambre, mais c'est pas que c'est sa chambre. Et puis, ça fait 2 ans qu'elle est là. Elle est complètement, vraiment dans la maladie, là. C'est très difficile de travailler avec des gens atteints d'Alzheimer. C'est de répéter. Tu sais, ils ont besoin de toi physiquement, ils ont besoin de toi mentalement. Fait que ça gobe énormément d'énergie. C'est tellement lourd que pour essayer d'être capable de t'occuper d'eux, il faut que tu sois positif. Le travail d'un préposé est varié puis est très prenant. Ça comprend de prendre en charge un nombre de résidents pour un quart de travail qui est en général de 8 heures. Le travail, donc, d'un préposé serait de s'occuper de distribuer les médicaments, de faire une toilette partielle à la résidente, de l'habiller, de la descendre à la cafétéria, de s'assurer qu'elle prend son petit déjeuner correctement, de s'occuper de sa chambre, de faire les lits, etc. Et ils sont minutés pour tout ça, là, changer les couches, etc. Ils sont très, très minutés, là. Ben oui, c'est un travail à la chaîne et c'est un travail sous pression. Et c'est difficile, là. Ça, c'est à part que s'il y en a un qui pleure, il y a des petites altercations entre eux autres, fait qu'il faut intervenir. C'est très ingrat comme travail, là. C'est pas drôle, là, ce travail-là. Il faut vraiment vouloir et aimer le faire pour le faire comme il faut. Fait que si t'as pas de formation avec des gens atteints d'Alzheimer, si t'as pas aucune compétence, il faut que tu sois quand même encadré et suivi pour te donner un bon coup de main pour être capable d'approcher ces patients-là. Parce que c'est pas tout le monde non plus qui est capable de le faire. Il y a des personnes qui sont vraiment bonnes, puis qui en prennent soin, puis qui les aiment, puis ils te tapent dans le dos, puis tu sais, là, ils frottent un petit bras, là, des petites caresses. Il y en a que c'est vraiment un travail pour aller chercher une paye, comme dans tous les domaines. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Je pense qu'il y a un manque au niveau de la main-d'œuvre québécoise. Je veux dire, là, on prend les gens qui veulent bien aussi travailler dans ce domaine-là. C'est pas l'eau de tout le monde de vouloir aider. Immacula Eugène est l'une des préposées de l'unité prothétique. Elle a 51 ans et compte plusieurs années d'expérience. On est engagés en même temps. C'était ma collègue de travail. Elle faisait jour, soir, nuit. Donc, elle a travaillé sur plusieurs étages, plusieurs corps de travail. Donc, elle n'était pas nécessairement juste à l'unité prothétique. Il est venu à un moment donné qu'elle a eu un poste à l'unité prothétique. Elle venait d'Haïti. Ce qu'on savait, c'est qu'elle avait un fils. Elle a déjà été mariée. On en savait vaguement un peu sur sa vie personnelle. Personne ne sait quelle formation a reçu Immacula Eugène. La formation du personnel est tellement inégale et caduque. Ce qui est délicat, c'est qu'on laisse les nôtres dans les mains de gens qui ont plus ou moins de formation. Ça, pour moi, ça m'apparaît inquiétant. Mais dans des cas comme Saint-Lambert sur l'école, les gens se payent encore beaucoup moins cher que dans le public. Alors, donc, c'est clair que ça attire un genre d'employé aussi qui est peut-être moins porté à s'investir et à rester là aussi. Ou encore dans des employés qui, pour un certain nombre, peuvent être là un peu par défaut. Autrement dit, on n'a pas de place ailleurs, donc on va travailler là aussi. Alors, donc, ça fait un drôle de mélange. Pour des petites résidences, entre autres, ou des ressources intermédiaires, on va aller chercher des gens sur Kijiji. Je veux dire, on va mettre des annonces, on va demander quoi? Une lettre de référence, une scolarité secondaire 1-2, max. On va leur donner la formation d'un 16 heures sous la loi 90, puis les déplacements, puis on va dire, bon, ben ça y est, vas-y. La direction du CHSLD apprécie les services d'Immacula Eugène. La préposée semble également bien s'entendre avec plusieurs de ses collègues. C'est une femme qui mangeait avec un petit cercle d'amis. On a beaucoup de noirs, on a beaucoup de blancs, puis on n'avait pas aucun problème là, avec la nationalité. C'est une dame qui avait quand même une certaine petite clique. Marie-Margaret Pétimé est une des préposées dont Immacula Eugène est très proche. Par contre, ce n'est un secret pour personne qu'entre Immacula Eugène et Christine Lalonde, les rapports sont difficiles. On n'avait vraiment pas une chimie exceptionnelle entre les deux. C'est mon opinion personnelle. C'est dommage, mais c'est une femme qui est malsaine. Elle est très sournoise. Puis je m'étais dit, quelqu'un qui vole mon employeur, jamais qu'on peut y faire confiance.
Puis je l'avais vu voler mon employeur. C'était niaiseux, c'était du fromage, mais elle l'avait fait pareil. La fille de Madame Beaulieu met du temps à se remettre du décès de sa mère. Ce n'est qu'une dizaine de jours après les funérailles qu'elle entreprend de faire le tri des effets rapportés de la résidence. En retrouvant la caméra vidéo, elle décide de visionner les images enregistrées. Sur certaines images captées dans la chambre de sa mère, elle identifie Immacula Eugène et ce qu'elle voit la glace d'horreur. La famille de Madame Beaulieu exige immédiatement un rendez-vous avec la direction de la résidence. Une fois qu'elle est mise au courant de l'affaire, la directrice de l'établissement promet d'intervenir et de prendre la situation en main. Dans les heures qui suivent, Immacula Eugène est congédiée. Sa collègue Marie-Margaret Pétimé reçoit la même sanction. Pour la direction du CHSLD, cela clôt le dossier. Oui, ils l'ont congédié. Ce qui est plate, c'est que ça faisait 1 an et demi qu'on se fait à dire qu'il y en avait 4 autres qui avaient été maganés. Ça faisait 1 an et demi que j'ai fait des rapports d'événements, j'ai dit remis à ma supérieure, à ma chef de service. Je suis rentrée dans les bureaux, puis il n'y a pas rien qui s'est fait. Cette émission contient des scènes de violence qui pourraient offenser certains téléspectateurs. 87 ans et montré à la direction du CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golfe une vidéo accablante, la préposée Immacula Eugène est congédiée sur le champ. Immacula Eugène, là, jamais qu'ils auraient pensé qu'elle aurait été impliquée dans un délit pareil, là. Ce serait très surprenant pour un employeur qui a une maison pour personnes du 3e âge ne détecte pas ça dans ses entrevues de sélection. Vous savez, on fait des entrevues de sélection pour voir de quel bois se chauffent les gens qui vont travailler pour des patients et pour des bénéficiaires vulnérables. Il y a une collègue, Christine Lalonde, qui avait alerté justement la direction sur les gestes là, qui étaient posés. En fait, dénonçait la façon qu'Immacula Eugène traitait les résidents. Donc, elle avait essayé de sonner l'alarme. Depuis des mois, Christine Lalonde se plaint à ses supérieurs que sa collègue a un problème de comportement avec les bénéficiaires. J'ai dit qu'il fallait qu'elle sorte de l'unité prothétique. Il fallait que quelqu'un fasse quelque chose. Donc, c'est là que je suis allée voir ma chef de service et que j'ai dit, c'est soit elle ou c'est moi qui sors. Elle savait, j'avais écrit des rapports parce qu'il m'avait demandé des rapports écrits. Ça avait été fait. Les plaintes de Christine Lalonde sont mises sur le compte d'une rivalité entre les deux femmes. On m'a toujours dit que j'étais intempestive, justement, parce que mes employeurs m'ont toujours dit ça, parce que je rapportais des choses comme ça, parce que je tolérais pas ça, puis je le disais haut et fort. Pourtant, les faits rapportés par Christine Lalonde sont graves. Elle accuse Immacula Eugène de maltraitance. Ce qui est dommage, parce que ce genre d'affaires-là, d'habitude, ça devrait être tolérance zéro partout. Dans le cas des personnes âgées violentées, on devrait tout le temps impliquer la police. Dès qu'on a des doutes vraiment sérieux. Je trouve ça même aberrant parce que c'est une situation qui aurait peut-être pu être évitée. Énormément, parce que ils savaient quel genre de personne c'était. Alors, tout délai là-dedans peut être préjudiciable aux personnes parce que les abuseurs vont continuer à abuser. On devrait intervenir immédiatement de façon très coercitive, en impliquant la police, en neutralisant l'employé en question, en prenant les moyens pour protéger la personne ou les personnes concernées.
Même la dénonciation avec preuve vidéo à l'appui de la famille Beaulieu n'a pas d'autre conséquence que de mener au renvoi de 2 préposés. Pour la direction du CHSLD, l'affaire est réglée. Quand ils ont vu les images, ils ont pris des mesures administratives, congédiement, etc., mais on leur a reproché d'avoir rien fait avec ces images-là, de ne pas avoir contacté la police, par exemple, pour porter des accusations. Je pense que les directions ont peur à la réputation de leur établissement. Alors, il y a des fois, on a peut-être tendance à camoufler certaines choses, les taire. Et, oui, il y a sûrement des cas ou des ratés dans le système auprès des directions et ça passe dans les mailles du filet, oui, effectivement. Lorsque la direction du CHSLD avise l'agence de santé de la Montérégie des 2 renvois, elle ne fournit aucun détail sur l'affaire. Quelques semaines plus tard, la fille de Mme Beaulieu comprend que le CHSLD n'entreprendra aucune démarche supplémentaire. Elle décide donc de porter plainte elle-même à la police. Par ailleurs, il y a une colère bien claire quand on confirme que c'est arrivé. Les gens sont vraiment fâchés. Fâchés parce qu'ils se demandent comment est-ce qu'on aurait pu éviter ça. Qui a fait quoi en temps utile pour pas que ça arrive. Alors, c'est clair que les gens ont tendance à chercher aussi des responsables. Au même moment, la préposée Christine Lalonde entreprend de dénoncer l'affaire publiquement. Étant donné que mes employeurs me croyaient pas, c'est là que je me suis tannée. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas laisser ces gens-là comme ça. Et j'ai décidé d'appeler Claude Poirier, qui m'a mis en contact avec les policiers. Que sur la même journée, j'ai eu des enquêteurs et ils m'ont fait signer une déclaration. J'ai fait ma déclaration de 6 pages, puis j'avais pas peur d'y aller. Les enquêteurs de la section des crimes graves du service de police de Longueuil font rapidement des recoupements avec la plainte pour maltraitance qui vient tout juste d'être déposée par la famille de Denise Beaulieu. Une enquête est lancée. Il se pourrait que le décès de Mme Beaulieu ne soit pas naturel. Là, les policiers ont vu que là, il y a quelque chose qui marchait pas. Puis on rentre au CHSLD, ils ont fait une saisie. Moi, j'étais dans le bureau avec les employeurs ce matin-là. C'est là qu'il y a une véritable investigation. Les nombreux rapports de Christine Lalonde sur lesquels la police met la main laissent entendre qu'Immacula Eugène a eu souvent et depuis longtemps des comportements inadéquats. L'enquête s'élargit et commence à faire des vagues. Le cas de Mme Beaulieu n'est pas isolé. J'ai reçu un appel d'un policier pour m'aviser que ma mère avait été une victime. Mais jamais j'ai pensé que ma mère était une victime. Alors j'étais très surprise. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a eu? J'ai jamais eu connaissance de rien. Je trouvais ça épouvantable. Épouvantable. Cette émission contient des scènes de violence qui pourraient offenser certains téléspectateurs. Enquête sur des cas de maltraitance au CHSLD Saint-Lambert sur le Golfe. Tout indique que la préposée Immacula Eugène aurait eu des gestes inadmissibles à l'égard de patients atteints d'Alzheimer, dont certains auraient peut-être entraîné la mort. J'en revenais pas. Alors j'ai appelé tout de suite la direction de son établissement. J'étais surprise qu'on ne m'ait pas avisé que ma mère avait été une des victimes de cette dame-là. On m'a dit qu'on ne pouvait pas parler parce que c'était sous enquête. Mais j'aurais aimé le savoir avant. Si on l'avait su avant, tout ça serait sorti avant aussi. Quand tu t'en vas travailler avec ces gens-là, on est ses yeux, on est leur bouche, on est leurs oreilles. Ils comptent sur nous autres. C'est la seule chose qu'on peut leur donner, c'est notre service, c'est les respecter dans leur dignité. Ils peuvent pas parler, ils peuvent pas se défendre. Tu sais, c'est ça qui est le plus troublant. L'enquête remonte jusqu'en juillet 2012, au moment où Immacula Eugène arrive à l'unité prothétique. Quand elle travaillait, là, on voyait la différence de l'atmosphère avec les patients. Il y en avait qui avaient terriblement peur d'elle.
Rapidement, Christine Lalonde constate que sa collègue a de drôles de façons de faire avec ses patients. J'ai vu Mme Gosselin se faire pincer. J'avais été chercher l'infirmière qui était sur le plancher pour faire évaluer les marques qu'elle avait sur les bras. Elle avait les marques, là. Je te dis, les marques, là, les doigts étampés, parce que, tu sais, on a la peau fragile, hein. Ma mère avait toujours l'air heureuse, alors, mais c'est sûr que si elle s'est fait serrer un bras, 5 minutes après, elle s'en souvenait plus. Comme elle n'a pas de mémoire, elle ne pouvait pas nous raconter ça. Les personnes d'Alzheimer, c'est comme des bébés qui parlent pas, là. Personne ne peut savoir, hein. Même un serrement de bras, pourquoi que la direction n'a pas rien fait? On peut pas permettre ça. On est qui pour serrer, tu sais, les gens? Si tu fais mal à un animal, c'est pire, tu sais. On a beaucoup de peine, parce qu'on peut imaginer que même si elle s'en souvient pas 5 minutes après, au moment même, ça a dû être l'horreur, là. Ma mère n'est pas habituée de se faire serrer les bras, là. Elle n'a jamais été habituée à ça dans sa vie, là, à avoir de la violence autour d'elle. Ces personnes-là, comme ma mère, ont besoin de douceur, ont besoin... Tu sais, il ne faut pas que ça aille trop vite, là, autour d'eux. Il faut que les gens soient gentils. On travaille avec l'humain et ça prend des qualités de base, ça prend aussi un bon jugement et ça prend des connaissances. Ce genre de geste est souvent posé par quelqu'un qui, dans son enfance, a eu des problèmes d'attachement. On appelle ça actuellement des troubles réactionnels de l'attachement. Quand un enfant ou un adolescent qui souffre d'un trouble réactionnel de l'attachement grandit et vieillit, très souvent, ça vient des personnes carencées, revêches, qui ont peu d'altruisme, qui ont peu d'empathie. Elle avait des conflits avec sa mère, c'est ce qu'elle parlait un petit peu. Moi, elle en avait parlé un petit peu, elle avait un petit peu de misère à gérer ça. Immacula Eugène ne semble pas éprouver beaucoup d'empathie envers les patients qui lui sont confiés. Les préposés, ce sont les gens qui sont le plus en permanence près de ces gens, des gens qui sont en perte cognitive. Et je pense qu'ils doivent avoir des notions de base de savoir comment faire de l'écoute active, comment aussi se comporter vis-à-vis eux. Bien, c'est sûr que c'est pas valorisé. Je veux dire, par rapport à la médecine, l'infirmière n'est pas valorisée. Fait que, en bout de chaîne, c'est quoi? C'est la préposée qui fait des services, qui donne des services primaires. Wow. Il semble que pour Immacula Eugène, toutes les transgressions sont permises. Madame Eugène aurait serré les bras de ma mère. Elle lui aurait volé des vêtements, un manteau de cuir, je sais pas d'autres petites bricoles, là. C'est ce qu'on m'a rapporté. Les vêtements, comme je dis, c'est pas important, mais qu'elle ait serré les bras de ma mère, ça, c'est très important. Les comportements inappropriés d'Immacula Eugène n'épargnent aucun résident, même les plus perturbés. Les gens atteints d'Alzheimer, on ne sait jamais leur réaction. C'est un monsieur quand même qui était agressif, mais bon, c'est la maladie qui en est comme ça. Et c'est ça, il voulait pas se faire toucher. Puis il a craché dans la face, puis elle a répliqué, il a craché dans la face. Il y a beaucoup de cas d'agressivité chez les gens qui sont stade 1, 2 d'Alzheimer. Il faut avoir la patience, il faut avoir des façons de pouvoir répliquer adéquates. Là. Moi, je trouve ça très grave. Tous ces facteurs ensemble me font dire que non, il ne s'agit pas d'un accident de parcours, mais qu'il s'agit bel et bien d'une série de gestes et de faits qui font probablement partie d'un patron comportemental en place depuis peut-être longtemps. Plus l'enquête progresse, plus elle révèle de nouveaux cas de maltraitance commis par la préposée Eugène. C'est quand elle a bousculé Mme Côté. Elle l'a poussée. Quand elle lui a donné une poussée, Mme Côté a parti par en arrière. Là, elle s'est pété la tête sur la bordure du lit. J'ai dit, elle va en tuer un. Là. Non, il ne s'agit pas de l'impulsivité. Il s'agit davantage d'une mentalité. C'est de même qu'elle a fonctionné. Pourquoi? Parce que c'est trop demandant? On a-tu trop d'ouvrages?
Tout le monde sait que pour combler ses heures, Immacula Eugène travaille dans une autre résidence privée de Saint-Lambert. Et qu'avec cette double tâche, elle est souvent surmenée. On voyait son comportement changer. Moins de bonne humeur, plus fatigué, étant donné qu'il y avait plusieurs emplois. Des répercussions en bout de ligne sur l'usager, mais en première ligne sur l'intervenant ou le préposé, parce qu'il va devenir épuisé, parce qu'il va manifester de l'impatience. Est-ce que le surmenage peut être un facteur? Oui, je crois que lorsque nous sommes surmenés, notre contrôle diminue. Nous avons moins de résistance, nous avons peut-être moins de recul, peut-être même nous avons moins de jugement. En juin 2013, le conjoint d'Immacula Eugène meurt subitement. C'est à cette même époque que la fille de Madame Beaulieu remarque que sa mère affiche des ecchymoses et que les soupçons s'installent. Elle nous a fait venir dans la chambre parce que Madame Beaulieu, elle avait des bleus sur le bras. Puis d'après eux autres, elle avait le bras cassé. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, les bleus qu'elle a ses bras. Voyons donc d'où ça vient. Elle peut pas savoir cogner, elle peut pas... Elle bouge pas, la madame. C'est à ce moment que la famille de Madame Beaulieu décide de prendre des moyens pour en avoir le cœur net. Ça commence toujours quand les gens commencent à avoir des doutes, ont certains indices, puis des fois, c'est pas clair, des fois, c'est des intuitions. Quand on voit que le personnel n'est pas en mesure de répondre ou qu'on ne fait pas confiance au personnel, généralement, l'usage d'une caméra devient à ce moment-là intéressant. La famille Beaulieu, c'est ça qu'ils ont fait, ils ont installé une caméra parce qu'ils se doutaient que quelque chose se passait. Un CHSLD, c'est un milieu de vie. C'est comme si vous êtes chez vous. Alors, donc, vous avez un droit à la vie privée très élevé dans votre chambre. Donc, la personne peut installer une caméra sans permission de personne et à l'insu de la direction. La fille de Madame Beaulieu prend bien soin de dissimuler l'appareil. Les caméras sont toujours cachées dans ces matières-là parce que quand elles sont à la vue de tous, le personnel le sait et ça n'a pas d'effet dissuasif. La caméra a été en activité quelques jours. La fille de Mme Beaulieu, elle m'avait dit, parlez pas, ça va se régler, on a des choses, on sait pas c'est qui, mais on va découvrir. On savait pas qu'il y avait une caméra. Cette émission contient des scènes de violence qui pourraient offenser certains téléspectateurs. HSLD ou Villormer, la famille de Madame Beaulieu installe une caméra dans la chambre de celle-ci. Ils espèrent déterminer qui est à l'origine des gestes de maltraitance dont elle semble être la victime. Ceux qui se doutent, je vous dirais que c'est pire. Les gens restent sur leur impression que il s'est peut-être passé quelque chose. Puis ça, je vous dirais que c'est peut-être plus angoissant que de savoir que ça s'est réellement passé. La famille sait que s'ils veulent dénoncer une employée, ils doivent avoir une preuve irréfutable. La peur d'avoir des représailles à tous les niveaux chez les familles existe. C'est un peu comme David et Goliath. Je veux dire, quand on rentre dans le système et qu'on se défend, on défend des cas de maltraitance ou de mauvais soins, de mauvais services, on est sûr et certain qu'on va avoir à se battre. C'est monstrueux comme système et il y a toute une équipe qui vont vous taper dessus si vous dénoncez, qui vont vous menacer. Ça, c'est entendu. Je suis certaine que beaucoup d'enfants, de parents ont peur de dénoncer, de peur que le parent subisse les conséquences. Puis la dénonciation, quand elle vient des familles, ça crée un climat de méfiance de la part des préposés. Et cette méfiance-là, elle s'accentue, bien, ça va faire que les vôtres vont subir des conséquences. Ils vont avoir directement une qualité de soins peut-être amoindrie ou des choses comme celle-là. Et on a tous peur, en fin de compte, que les nôtres reçoivent des mauvais traitements. Bien, de laisser, par exemple, les couches souillées longtemps, qu'on ne fasse pas les soins, ou négliger des fois des nourrir ou des nourrir vitement. Entre collègues non plus, la dénonciation n'est pas bien vue.
parce que ça crée un climat de suspicion. C'est des gagne-pains, les gens ont peur de perdre leur emploi, ont peur d'être étiquetés, ont peur des familles, ont peur des représailles, finalement. Il faut être fait fort pour dénoncer puis prendre des risques. C'est toi qui se fait passer pour la capotée, là. C'est toi qui se fait passer que t'es agressive, que t'écoutes rien. C'est toi qui t'es intimidée, qui est achalée après, puis c'est pas correct, puis tu te fais passer vraiment pour une menteuse, là. À chaque fois que Christine Lalonde ose transgresser la loi du silence, sa collègue riposte. Immaculée Eugène a proféré des menaces de mort contre Christine Lalonde quand elle a su que cette dernière se plaignait de sa façon de travailler. Les moyens que trouve Eugène pour intimider sont multiples. Elle faisait du vaudou. Du vaudou avec moi. Ben, pas avec moi, là, mais une poupée. Là. Elle voulait m'envoyer des ondes négatives, du trouble. Ben, c'est elle qui le disait à ses collègues, et les filles venaient me voir, fais attention à toi. Elle va te lancer un sort. Je dis, voyons donc, là. Tu sais, maintenant, il faut y croire puis pas y croire. Mais là, maintenant, tu capotes parce que tu penses que ça peut être vrai, hein? Un jour, Immaculée Eugène passe aux menaces verbales qui ne laissent aucun doute sur ses intentions. Je travaillais ce dimanche-là, j'ai eu l'appel, j'étais à ma pause. J'ai eu le téléphone qui a sonné et j'ai répondu. Puis c'est elle qui menaçait de mort, que c'était ma dernière journée, que même que je sorte, je vais me faire tuer. Et on m'a suivi jusqu'à la maison en auto puis plusieurs fois. J'ai craint pour ma vie, c'est sûr. Ça m'a emmené un stress. J'ai eu peur pour mon fils. Les menaces d'Immaculée Eugène cessent après son congédiement, mais Christine Lalonde continue d'avoir peur des représailles. Son inquiétude est d'autant plus fondée que l'enquête confirme que ses soupçons étaient justifiés. Immaculée Eugène n'a pas hésité à perpétrer des agressions de toutes sortes sur plusieurs aînés, dont les plus vulnérables. Ils ont toutes 75, 77, 80, 87, je pense, Mme Beaulieu. 87 ans. Je pense que c'est peut-être la plus vieille des résidentes qui a été maltraitée. En décembre 2013, Immaculée Eugène est mise en état d'arrestation. Marie-Margaret Pétimé l'est aussi, pour complicité. 2 préposés aux bénéficiaires qui ont été arrêtés dans... La nouvelle fait la une de tous les médias. Cette histoire de personnes âgées abusées par des préposés ne laisse personne indifférent. L'indignation monte d'un cran quand on apprend que jusqu'à son arrestation, Immaculée Eugène a continué de travailler auprès d'aînés. Elle a continué de travailler dans l'autre résidence où est-ce qu'elle travaillait. Et de mémoire, elle a continué de travailler dans la résidence privée d'où elle n'était pas congédiée. L'escalade des gestes agressifs posés contre Mme Beaulieu ont-ils causé sa mort? Les images captées par la vidéo de surveillance installée dans la chambre de la vieille dame deviennent capitales dans l'affaire. On est vers une preuve vraiment très, très claire de son comportement, donc d'un comportement qui est violent aussi. Immaculée Eugène a donné un coup d'oreiller à Denise Beaulieu. Il y avait ça sur image. On voit Mme Beaulieu qui se fait donner des coups d'oreiller, puis injurier, puis brasser aussi physiquement. Et même si elle est atteinte d'Alzheimer, je pense que les émotions restent quand même intérieurement. La confusion croissante de Mme Beaulieu semble chaque jour irriter davantage Immaculée Eugène. L'inquiétude de la famille ajoute à son hostilité. Quand les familles sont trop présentes, c'est dérangeant pour eux autres. Les 2 préposés, Immaculée Eugène et Marie Pétimé, trouvaient ça trop, eux autres. Là, ils ne voulaient plus s'en occuper. Le 12 juillet 2013, la patience d'Immaculée semble épuisée. Ce soir-là, Eugène et sa collègue ont la charge du quart de nuit. Ils ont déjà dû courir plusieurs fois au chevet de Mme Beaulieu. Celle-ci gémit bruyamment et ses cris gardent tout l'étage réveillé. Exaspéré, Eugène décide de la faire taire, coûte que coûte. Elle a comploté avec Marie-Margaret Pétimé. Elle lui a dit qu'elle avait déjà administré du Cerax à un autre résident.
Cerax, qui est un anxiolytique, donc pour qui calme les gens, qui les aide à dormir. Où est-ce qu'elle a pris ça, ces médicaments-là? On n'a pas aucune autorisation de donner ça, nous autres. Immacula Eugène avait volé les médicaments à un résident dans une autre résidence parce qu'elle travaillait dans 2 résidences pour personnes âgées. Eugène se méfie. Elle s'assure de prendre certaines précautions. Ils ont rentré Denise Beaulieu dans la salle de bain. Est-ce qu'elle réfléchit aux conséquences? Est-ce qu'elle savait que c'était mal? Est-ce qu'elle était consciente qu'elle était éventuellement en train de faire un tort ou terrible à une vieille personne? Rien ne m'indique qu'elle n'était pas consciente de cela. Ils lui ont donné le Cerax qui était mélangé à la compote de pommes. Ça faisait apparemment plusieurs années qu'elle travaillait avec des personnes vulnérables du 3e âge, à 2 endroits même. C'est-à-dire, elle a certainement une expérience, elle en a vu d'autres. Alors, de prétendre qu'elle ne connaissait pas l'impact de ce qu'elle était en train de faire en administrant une Cerax à une personne de 85 ou de 90 ans, non, on n'arrive pas à me convaincre de cela. Immacula Eugène la ramène ensuite à son lit. La vieille dame s'endort profondément. Ni vue, ni connue. 2 nuits plus tard, quand Madame Beaulieu s'agite à nouveau, Immacula et sa complice répètent le même manège, sous l'œil impitoyable de la caméra. Machine de génie, lundi 20h, à Canal D. Spectateur. Des images captées sur vidéo montrent que la préposée Immacula Eugène a administré à quelques reprises à Madame Beaulieu un médicament qui ne lui était pas destiné. Une enquête du coroner est déclenchée afin de déterminer si Eugène doit être tenu responsable du décès de la bénéficiaire de 87 ans. Peu après son arrestation, Immacula Eugène comparaît au palais de justice de Longueuil. La femme de 51 ans cherche à se faire discrète. Immacula Eugène, on s'en sait très peu sur elle. Quand elle se présentait à la cour, il y avait parfois son fils dans la salle d'audience, parfois sa sœur, mais c'était des gens très discrets, on n'en sait pas beaucoup sur elle. La préposée fait face à de multiples accusations allant jusqu'à des menaces de mort à l'endroit de sa collègue. Mais aucune accusation pour homicide n'est portée contre elle. En tout, elle faisait face à 10 chefs d'accusation, dont 5 de voies de fait. Elle faisait face aussi à des accusations de vol, de trafic, de complot, puis d'avoir administré une substance délétère. Une substance délétère, mon poison, c'est un médicament qu'elle avait administré à quelqu'un sans prescription. Puis évidemment, la grande question qui s'est posée, c'est du tout. Elle était accusée pour un certain nombre de cas. Y en a-t-il d'autres? C'est difficile parce qu'on n'est pas certain d'avoir identifié toutes ces victimes. OK? Une partie des gens ne peuvent pas parler. Au terme de sa comparution, Immacula Eugène s'effondre en larmes. Elle lance à la cour, des trémolos dans la voix, qu'elle ne sait pas quoi faire et qu'elle cherche la solution. C'est sans doute la seule fois où elle manifeste une quelconque émotion. Il y a eu une évaluation d'un psychiatre qui a jugé que Mme Eugène était apte à subir son procès puis qu'il n'y avait pas de troubles qui pouvaient justifier tout ça. Ah, ce n'est pas parce que Mme Eugène a posé des gestes qui sont objectivement graves, à mon avis, qu'elle n'a pas tous ses sens, ou qu'elle n'est pas intelligente, ou qu'elle est nécessairement prise avec un trouble mental. Non, il y a certainement des personnes qui ont tout leur sens et qui sont très bien en contact avec la réalité et qui sont capables de poser des gestes excessivement graves, et cela de façon répétée. Devant la cour, Eugène reconnaît sa culpabilité à 5 des 6 chefs d'accusation, mais elle revendique des circonstances atténuantes.
L'avocate de Mme Eugène a beaucoup parlé du fait que Mme Eugène avait eu une année difficile, qu'elle cumulait 2 emplois, qu'elle était fatiguée, que son conjoint était décédé là, dans les mois précédents, les événements. Donc, ça aurait pu mener là, à son état de fragilité. Non, je n'y crois pas. Je ne crois pas que sur une période de 18 mois, on pose tant de gestes lorsqu'on est dans une situation de confiance envers ces gens du 3e âge. Une variété assez importante de gestes posés, délictueux. Non, il ne s'agit pas là d'un geste impulsif suite à une quelconque frustration. En attendant sa sentence, Immacula Eugène est remise en liberté. Elle a été remise en liberté moyennant une caution, entre autres pour pouvoir s'occuper de son fils qui est un jeune adulte. Entre-temps, sa complice Marie-Margaret Pétimé, qui a été reconnue coupable de vol, de complot et de trafic de stupéfiants, est condamnée à 15 mois avec sursis à purger dans la collectivité. Le mois suivant, le rapport du coroner sort enfin. L'enquête du coroner est venue établir un peu plus le lien entre le décès de Mme Beaulieu, qui avait 88 ans, et le fait qu'on lui ait administré du Cerax. On ne dit pas que c'est vraiment le cause à effet direct, mais on dit que le Cerax a pu mener à la dégradation de son état de santé. Donc, c'est la première fois qu'il y avait un rapport qui établissait le lien direct parce que le rapport de cour, lui, ne l'a pas fait. Autrement dit, la cause principale de décès n'est pas liée aux médicaments, mais c'est clair que ça n'a pas aidé. Le jour où doit tomber sa sentence, Immacula Eugène se présente seule au palais de justice. La juge Hélène Paré a condamné Mme Eugène à 15 mois d'emprisonnement. Effectivement, ce sont des personnes en perte d'autonomie et elle a voulu lancer un message clair. Dans le jugement, la juge Paré mentionne le fait que les victimes de Mme Eugène étaient en grande majorité très vulnérables, sous sa supervision, dans un établissement là, où est-ce qu'il faut faire confiance aux employés. Elle a voulu envoyer un message de dissuasion. Je pense que c'est une décision juste et équitable qui remplit tous les critères de la loi. Faut accepter la sentence, mais bon, est-ce que c'est assez? Pour moi, non. Je crois que c'est une bonne sentence, mais j'imagine qu'elle va être emprisonnée à quelque part où elle va avoir des soins. C'est surtout ça qu'elle a besoin. C'est évident que cette dame-là est malade. Tout ce que j'espère, c'est qu'un jour, elle sera libre, elle sera jamais en contact avec des personnes âgées. Puis suite à ça, j'ai donné ma démission. Je n'étais plus capable de supporter ça. Je trouvais ça, c'était une grosse bataille. C'est gros, hein? C'est la police, c'est faux, tu sais. Je veux dire, quand tu dénonces de la maltraitance comme ça, c'est du sérieux, là. Ben, ça m'a amené, écoute, de l'incertitude. De la médisance. J'ai eu des gens qui m'ont jugé, qui m'ont critiqué. Fait que donc, tu sais, c'est lourd à porter. J'ai lâché le métier. Fallait que je me repose. Tu sais, c'est une coupure énorme, hein? C'était ma famille. Après tous ces événements-là, c'est sûr qu'on est plus attentif à tout. On est plus méfiant. On regarde tout. On regarde pas du même œil, c'est certain. Moi, j'ai toujours pensé que je l'étais beaucoup, puis voyez-vous, j'ai rien vu de ça. J'ai pas rien vu des gestes de Mme Eugénie. J'ai rien vu, là. Je me serais pas aperçue de rien. Et c'est épouvantable, parce que je regarde, puis je veille beaucoup au bien-être de ma mère. Est-ce qu'il y a une multiplication de mauvais traitements dans les résidences, dans le réseau de la santé? Je ne sais pas pourtant à le dire de cette manière, mais je sais qu'il y a une recrudescence. On dénonce de plus en plus, et ça aide, et on médiatise. Ils sont de plus en plus nombreux aussi, les usagers. On voit beaucoup de gens qui vont visiter leurs parents, mais c'est toujours les mêmes personnes. Il y a plein de personnes qui n'ont pas de visite, qui n'ont pas d'enfants qui vont les visiter. Alors, ces personnes-là, s'ils ont quelque chose, personne ne le voit. L'histoire de Mme Eugène me fait prendre conscience que j'aurais jamais pensé que ma mère aurait été victime de violence. Ça m'a fait prendre conscience que ça peut arriver partout, sans qu'on s'en doute, là. Le pire, c'est que je les vois, ces gens-là, là, puis je les vois encore dans ma tête, là. Je revois encore les images, là. C'est pas facile, là, d'oublier, là.
C'est pas des petits morceaux de papier qu'on met de côté, là. Ce sont des êtres humains. Vous êtes qui, vous? Edgar Raquin, police criminelle, Winnipeg. Comment vous triez les dossiers? Par intuition. Edgar, disponible maintenant sur Crave.